prône l'excellence et la justice, Madame Diane Lamata, c'est bien elle, la femme actuelle pour le camp de ce nouveau magazine sur votre télévision. Madame, Messieurs, ravi de vous retrouver. Bienvenue à tous. Femme actuelle, tout de suite. Femme actuelle. Invitée. Elle prône l'excellence et la justice, Madame Diane Lamata, c'est bien elle notre invitée pour le camp de ce nouveau numéro de votre magazine Femme Actuelle. Madame, Messieurs, très ravie de vous retrouver pour ce numéro. Bienvenue à vous tous et merci d'être là. Nous recevons, je le disais, Madame Diane Lamata. Elle est avocate, présidente et initiatrice de l'ONG Clabel Diest, je crois ne pas écorcher ce nom, coordonnatrice et initiatrice du réseau des jeunes femmes inspirées pour l'avenir. C'est bien elle notre invitée, Madame Diane. Bienvenue, bonne arrivée sur notre plateau. Merci Madame Bagnès. Veuillez vous asseoir, je vous prie. Merci. Alors, comment allez-vous, Madame Diane? Nous allons bien. Dieu fait grâce, Madame. Nous sommes très ravis de vous avoir sur notre plateau. Avec vous, on parlera justement de votre parcours, de votre profession, pourquoi pas de vos ambitions. Alors, un petit ajout sur la présentation qui vient d'être faite. Je pense que c'est correct. Je suis aussi écrivaine. Parce que déjà, les 11, il y aura sortie officielle de ma collection. Ma collection est intitulée Jeune fille architecte de son avenir, c'est-à-dire une collection à 3 volumes. Les premiers volumes parlent de l'éveil de la conscience. Le deuxième, c'est la construction de l'identité. Et le troisième, c'est tracer un chemin. Voilà. C'est ça. Alors, d'entrée de jeu, comment vous faites déjà pour vous occuper de toutes ces activités-là? Ça ne serait pas un peu trop écrivaine, vous êtes avocate, vous dirigez une ONG, etc., etc. Ça se passe comment? C'est vrai, c'est un peu beaucoup, mais c'est question de volonté et d'organisation. Au-delà d'être mère, au-delà d'être femme au foyer, au-delà d'être éducatrice des enfants, c'est vraiment beaucoup de tâches. Parfois, on se voit dormir à 1 heure et se réveiller déjà à 5 heures juste, parce que, étant que mère, je dois accompagner mes enfants à l'école. Ils n'aiment jamais que quelqu'un les accompagne d'autres. Déjà que je dois les accompagner. Une mère cool, on va dire ça, quelque part. C'est comme ça. Moi, je trouve que ça dépend de comment on a habitué les enfants dès leur bas âge. Alors, je fais un chronomètre et un programme journalier, c'est ça. Je me dis déjà qu'à 5 heures, je serai debout. À telle heure, je dois être, pour ne pas citer les noms des écoles, je dois être à telle institution. Et dès que je rentre, je dois être au cabinet. À telle heure, je peux songer à nourrir aussi mon esprit, c'est-à-dire lire. À telle autre heure, je peux écrire et vaquer aussi à mes occupations. Et à telle autre heure, je peux aussi commencer à exécuter mes aspirations ou mes objectifs ou encore mes ambitions. C'est question juste d'ordre. Et ça, j'ai hérité ça de ma mère parce que déjà, elle fut une femme qui travaillait à la SNCC, paix à son âme. Elle devait déjà, elle, arriver au plus tard à 7 heures juste parce que c'est elle qui détenait toutes les clés d'une certaine province. Elle devait s'occuper de nous, les enfants. Parfois, elle allait en mission des services une année. Elle a été pratiquement un modèle pour vous? Oui, c'est un modèle pour moi. Ma mère fut un modèle pour moi. Parce que la façon dont elle savait partager les responsabilités nous a aussi appris. Nous avons appris de ça et nous nous sommes dit pourquoi ne pas emboîter ses pas. Voilà. Absolument. On va y revenir. Et pour l'instant, parlez-nous un peu de votre parcours. Vous êtes avocate, je le disais d'entrée de jeu. Déjà, ça s'est passé comment? C'était un rêve d'enfant ou ben voilà, vous le souhaitiez tous ces temps, étant petite, ou voilà, vous vous êtes juste retrouvée comme ça? Ça a changé avec le temps, ou ce goût-là, ou ce rêve est né avec le temps? Comment ça s'est passé? Je peux dire que ces rêves est né avec le temps. Déjà, étant une jeune fille, je me sentais qu'il fallait que j'œuvre dans l'humanitaire. Et moi, j'ai rêvé être médecin. Ah bon? Médecin. Alors, vu qu'on était fille et imposée parfois par les obligations ou les exigences des parents, il y a mon père qui se disait que je n'étais pas assez brillante pour aller faire la médecine. Je me rappelle, j'avais l'échec en mathématiques cette année et puis en français également, vu que ce sont les 2 cours de base. Alors, il me disait, mais tu y deviendras qui finalement, parce que déjà en mathématiques, tu as échoué, tu as un échec, en français également. Alors, toi, c'est qui te va, c'est la coupe et couture. Ah là 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 là. Alors, j'ai dit, mais non, j'ai vu mon rêve être enterré. J'ai dit, mais moi, je rêvais être un médecin.
En tout cas, ma mère a dit non, pas question, il n'est pas question. Tu dois aller choisir l'option couper couture. Et avec amertume, j'étais allée. J'ai choisi la couper couture parce qu'il y avait eu des petites menaces. Si tu ne choisis pas ça, je ne vais pas payer les études, ainsi de suite. Alors, étant une femme, une jeune fille de 15 ans, j'étais obligée d'aller choisir la couper couture. Mais curieusement, je m'étais adaptée facilement. J'étais brillante dans la salle. En couper couture? Oui, en couper couture. J'ai évolué jusqu'à ce que nous avons fini. Et aux examens d'État, je crois que j'étais la 3e de la promotion. Et finalement, quand mon père allait à l'école pour prendre mes dossiers, on lui dit, on comptait beaucoup sur ces 3-là. C'était les filles brillantes. Alors, il était étonné. Il dit, mais je la trouve toujours de fille faible. Mais comment vous l'admirez, vous l'appréciez? Et quand j'ai fini, il m'a dit, tu vas à l'ISAM faire la coupe couture. J'ai dit, niet, cette fois-ci, papa, c'est moi qui t'ai demandé de plus payer. Wow. Alors, pendant que je faisais la coupe couture, je me disais j'étudiais comment je vais me sortir de ça. Parce que moi, je ne me voyais pas. Je ne dis pas que la coupe et couture, c'est pour le faible. Non, ça dépend de l'ambition, ça dépend de la vocation, ça dépend de ce à quoi Dieu t'a appelé à faire, ou ce à quoi Dieu t'a introduit dans le temps. Ce n'était pas votre choix, non pas plus une passion pour vous? Non, plus une passion pour moi, ce n'était pas notre choix et mon choix. Non, 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 non. Et du coup, je me disais, déjà en 5e de humanité, je me suis dit, en tout cas, j'ai fait le droit. J'ai regardé quelle filière me semblera facile à faire pour m'adapter. Déjà que nos programmes de cours étaient presque similaires à ceux de la commerciale, générale et administrative. Alors je me suis dit, je vais aller. Et je suis allée. Je me rappelle, c'est à l'Université protestante au Congo, à Kinshasa. J'arrive, on avait déjà fini les inscriptions. On a tenté la chance, on a fait les 2e concours et nous avons été admises. C'est comme ça que nous avons cheminé jusqu'à exceller aussi, à passer en première session à la fin des études et pendant les cursus. Et c'est quand on a fini que les parents se disent, mais tu t'es affirmé, c'est que tu es une femme intelligente. Et du coup, je me suis dit, moi, je ne suis pas bien que j'ai fait le droit, je ne veux plus pas faire l'avocature, je veux aller œuvrer dans l'humanitaire. C'est comme ça que je suis restée presque 7 ans sans exercer, sans faire non plus les tests, en voulant faire l'humanitaire. Et à un moment donné, je me suis dit, même dans l'humanitaire, on a besoin toujours d'exercer parce que la branche dans laquelle nous œuvrons mérite d'assister, surtout la jeune fille. Alors, il avait été impératif pour moi d'aller faire le test et prêter serment par la suite. C'est comme ça que je me suis retrouvée avocate. Voilà. Alors, à quel moment exact vous avez su que ça aussi, au fait, le droit, parlons d'abord du droit, c'était votre voie? Parce qu'il y a eu toute cette cacophonie, cette confusion au départ, et après, à quel moment vous êtes situé pour, voilà, vous réorienter? À l'époque, je pense, j'avais l'avance, c'était en 5e de humanité, comme je venais tantôt de le dire. Moi, j'avais une avance à l'école, alors j'avais, je crois, 16 ans. En tout cas, j'étais née à mon rêve. J'étais née à mes aspirations. Je me trouvais mal en train de coudre. Déjà, à la maison, même à ces jours, je le fais très bien. Mais quand tu me donnes mon tournevis, ça peut faire 1 année, 2 ans dans la maison. Il n'y a pas de passion. Il n'y a pas de passion. Non, 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 non. Alors déjà, à 17 ans, j'ai su découvrir ce que moi, je voudrais pour mon avenir. Et je me suis décidée. Il était question de la décision parce que, étant mineure, on dépendait des parents. Absolument 2 parents. Et entièrement 2 parents. Alors j'avais pris le haut risque de dire non. Moi, je préfère construire mon avenir, mais non. Et je pense que... Et puis, on dirait que c'était un complot. Je me dit intérieurement que, attends, je vais finir. Quand je finirai, je ne vais pas faire ce qu'il me demande de faire. Dans le calme, il s'attendait, en tout cas le mois que je pourrais faire ça. Il savait, comme il m'avait dit, après, c'est l'ISAM. Et il se disait que moi, je vais faire de toi une modéliste, tu dois être entrepreneur, c'est-à-dire tu dois avoir un atelier, une maison de marque, ainsi de suite. Et quand il faisait ces projets, moi, dans ma tête, je me disais, ah, c'est bien pour toi. C'était autre chose qui se passait dans la tête. Oui, en tout cas, je ne l'avais jamais avoué ni à ma soeur, ni à l'un de mes frères. C'était intérieurement, je disais, en tout cas, ça c'est pour vous, papa, je ne ferai pas. Et du coup, quand le moment était venu, j'ai dit non, c'est les droits ou rien. Si pas, je n'étudie pas. C'était la décision que j'avais prise. Et juste après, vous vous êtes retrouvée dans l'humanitaire. Oui, l'humanitaire parce que je vous ai dit que c'est un désir que j'avais quand j'étais enfant. Moi, j'ai du mal à voir quelqu'un peiner. C'est depuis que je suis enfant. Et ok, on va dire que c'était ça le déclic. Oui, parce que déjà, c'est mon père qui m'a initié à ça. Lui, généralement, quand c'est les fêtes des festivités,
il va acheter seul, hein, il achète, il va regarder les offices des vieillards séparés, les orphelinats, et maman n'avait pas du temps. Il nous envoie avec ma soeur, paix à son âme. On va aller le soir, on comptait généralement le nombre de vieillards qu'il y avait. On fait un petit colis à chacun, quand on arrive, on donne. Et j'aimais beaucoup ça. J'aimais beaucoup ça. C'était super ça. J'aimais beaucoup ça et je me disais, moi, je me voyais plus dans les organismes internationaux, en train d'œuvrer dans l'humanitaire. Et avec la réalité du pays, vous voyez que ce n'est pas facile. Je me suis dit, non, je dois faire avec mes moyens seuls. Je vais y aller puisque c'est ma passion. Je n'attendrai personne m'étendre la main. Je vais m'y lancer comme ça. C'est comme ça que je suis allée dans l'humanitaire. Voilà. Ah ok, et déjà comment ça se passe? Vous vous occupez de quelle catégorie? Je ne sais pas, des enfants ou des adultes exactement? Ou vous, c'est tout le monde, toutes ces personnes vulnérables, vous les prenez en charge? Comment vous y prenez justement? Effectivement, je ne prends pas des personnes totalement vulnérables, je peux le dire comme ça, parce que je ne sais pas catégoriser, mais je catégorise que moi, je m'occupe de la jeune fille. Vulnérable, entre guillemets. Guillemets, mais la jeune fille en général, parce que moi, je milite pour l'excellence, comme je vous ai dit. Je suis en train de éveiller la conscience de la jeune fille à travailler dur pour être excellente dans l'avenir. C'est-à-dire, c'est vrai, par moment, moi et mon mari, on prend la charge des petites filles orphelines qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Surtout orphelines qui viennent de perdre fraîchement les parents, nous les envoyons à l'école. Mais d'abord, mon idéologie, c'est éveiller la conscience de toute la jeune fille. Booster la jeune fille, éduquer la jeune fille à son rôle dans la société. Quel est le rôle? C'est quoi le rôle de la jeune fille dans la société? Voilà, c'est une très belle question. Les rôles de la jeune fille et les rôles qu'a toute personne est très humain dans la vie. C'est-à-dire, ça dépend de la mission ou à ce à quoi Dieu l'a introduit dans les temps, sa vision et sa mission. Quand la jeune fille naît, étant un être humain, quand toute personne naît, la personne connaît, elle a ses envies, ses désirs, et elle connaît ce à quoi elle a été appelée. C'est-à-dire, j'ai soumis la jeune fille à se découvrir et à connaître l'importance de son utilité sur la terre afin de l'orienter. Vous voyez, comme j'ai dit, je booste la jeune fille à devenir excellente, à se distinguer et surtout à accéder dans les instants de prise de décision. Vous voyez? Si je peux me répéter encore, je dis que je prends pour l'excellence. J'éduque. Vous boostez la jeune fille à se découvrir. À se découvrir. Vous l'orientez aussi. Je l'oriente et à accéder à des instances de prise de décision. Parce que pour y accéder, tu dois prouver de tes qualités, de tes capacités. Alors, ce n'est pas tout le monde avec les antivaleurs qui prennent maintenant, qui envahissent le monde entier avec la numérisation. La jeune fille, parfois, elle est distraite par ça. Parfois, elle va à côté de sa destinée. Alors moi, chaque fois, c'est retourne sur ton chemin, dis-moi ce que toi tu veux. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que telle femme ne t'inspire pas? Si tu me dis par exemple ton modèle, je te dis telle femme ne t'inspire pas, alors tu dois marcher comme ceci, comme cela, afin que tu ressors les talents en toi et que tu ressortes la vraie version et la meilleure version de toi-même. Absolument, une mission assez noble. Les jeunes filles, en fait, elles en ont besoin, justement. Mais après, comment vous y prenez? Ça, c'est la grande question. Quand vous parlez des jeunes filles, il y en a autant à travers la ville, à travers le pays. Mais après, on va parler de la procédure. Comment vous faites justement pour réunir ces jeunes filles-là et quels sont les moyens que vous utilisez pour les réveiller, les booster? Est-ce par des ateliers, des conférences? Comment vous y prenez justement? Ok, d'abord pour réunir les filles, je suis femme de terrain, je fais de la sensibilisation et je catégorise les sensibilisations. En période scolaire, je cible les écoles de milieux urbano-ruraux. J'écris à l'institution, ils m'accordent l'espace, j'essaie de parler avec les enfants, je conscientise. Et généralement, la réaction quand tu arrives sur le terrain, les filles sont émerveillées, même les autorités scolaires. Et du coup, les enfants qui se sentent vraiment intéressés donnent leur numéro, ils prennent mon numéro, on reste en contact. Parfois, quand ils ont des problèmes, ils appellent, j'oriente personnellement, je fais les suivis personnellement. Il y a aussi des conférences que j'ai fait toujours dans des écoles. Et cette année, je me suis dit que fini l'histoire des écoles parce que ça me prend du temps. Dans quel sens? C'est vaste, comme vous l'avez dit. Ça fait 4 ans, je suis du côté CRA et Kassanguiri. Je n'ai pas fini. Ah, ok. Que dans la périphérie? Yes, je ne suis jamais passée dans toutes les écoles. Alors cette fois-ci, je me suis dit non.
la journée internationale de la jeune fille. Je pense que c'est l'occasion où je peux réunir la plupart de filles venant des différents coins et recoins, des différentes contrées, pour leur parler, les conscientiser. Voilà. Donc j'utilise mes méthodes, il y a la sensibilisation et les conférences. C'est ça. Et à quel défi faites-vous face justement lorsque vous allez à la rencontre de ces jeunes filles-là? Est-ce que le résultat, il est toujours escompté ou après il y a des résistances, il y en a qui ne sont pas intéressés? Quels sont les grands défis que vous rencontrez sur le terrain? Ah, une très belle question. À 60%, ou je peux dire 70%, en tout cas, les filles sont intéressées. Elles sont accessibles. Elles sont accessibles et vraiment intéressées. Intéressées. Quand tu leur parles, vous sentez que vous changez la vision de la jeune. Je peux donner l'exemple d'une école, Saint-Joseph, Collège Saint-Joseph, les travailleurs. Cette année, c'était une première année pour eux. Ils ont fait les 100%. Quand ils l'ont fait, j'ai eu le message du préfet qui m'a dit, Madame, nous avions eu 6 filles, la première promotion d'électricité, et je vous informe que toutes les filles ont fait le maximum, elles ont fait plus des bons points. C'est une très petite école. Alors, dans tous les résultats qu'il y a votre part. Nous avons vu un changement depuis les 2 ans que vous passez à l'école. Nous avons vu les filles prendre conscience, et vous savez bien qu'elles vous aiment. Je dis oui, quand je ne viens même pas, il y a les filles qui dérangent, qui harcèlent le préfet. Mais pourquoi Madame Diane ne vient pas? Pourquoi elle n'est pas passée? Mais le 1er décembre, elle passe pour nous parler du sida. Mais le 11 octobre, elle passe pour nous parler de la jeune fille, de thèmes. Et à différentes dates, elle vient. Mais pourquoi elle ne vient pas? Parfois, j'ai des messages comme ça. Il y a dans certaines autres écoles où tu sens que, suite à l'éducation de base de la maison, il y a une fille qui peut te dire, mais madame, pourquoi vous voulez nous éveiller ou nous réveiller nous autres? Quand les garçons font des bêtises, est-ce que c'est pour autant que vous les interpellez? Eh bien, moi, je trouve que ça n'a pas de place d'être. Bon, nous rencontrons aussi des filles comme ça. Hein. Elles sont là et nous trouvons déjà que ça, il y a un problème d'éducation de base. Et pour certaines, c'est, en tout cas, par manque d'information, qu'elles commettent certaines choses, qu'elles font certaines choses, mais il suffit d'être informées, elles sont intéressées, elles suivent à la loupe ce que tu leur demandes de faire. Voilà. Et pourquoi le choix de la jeune fille exactement? Vous auriez pu mettre aussi l'accent sur le jeune garçon. Comme ça, et la jeune fille et le jeune garçon, eux tous deux sont encadrés, ils sont éveillés. Et après, ben voilà, c'est des cadres de demain qui font des grandes choses, qui font évoluer et développer la nation. Ça ne serait pas un peu de la discrimination quelque part? Non, pas du tout, parce que c'est une très belle question que j'aime. Déjà, quand vous regardez les statistiques de l'ONU cette année, nous sommes à 7 milliards quelque chose, mais 5 milliards sont les femmes. Hein. Elles sont majoritaires. Elles sont majoritaires, et si nous voulons prôner du développement, il faut l'éduquer. Vous voyez un peu, c'est le premier aspect. Et le deuxième aspect, c'est par rapport aux valeurs sociales. Moi, à un moment, je suis née à Lubumbashi, mais je n'ai pas grandi ici. Mon père était en mission quelque part dans une province. Et dans cette province, la femme ne pouvait pas diriger. Et ça coûtait la vie à ma mère. Ça coûtait la vie à ma mère parce qu'elle était arrivée et elle a été nommée chef seulement de bureau de recettes principal de la SNCC. Donc, ce qui fait qu'elle devait quitter après tout le monde pour se rassurer qu'elle a fermé et revenir tôt. Et c'était déjà un poste convoité. Et déjà là, ça ne passait pas parce que c'était une femme. Elle ne pouvait pas diriger. Et aussi, selon son histoire qu'elle m'expliquait, c'était une femme très intelligente. Et quand elle a fini au lycée, l'Institut Marie-Josée de l'époque, donc lycée Twendeleye. L'actuel Twendeleye. Oui, elle était très brillante. Il fallait qu'elle aille à Kinshasa pour étudier. Alors son père a dit, Niet, tu es une femme, tu ne peux pas y aller. Tu ne peux pas y aller. Et elle a vu ses rêves... Discrimination basée sur le genre. Oui, elle a vu son rêve être enterré. Elle était du coup obligée d'épouser mon père. Ah ouais. Elle a épousé, c'est comme ça que Dieu l'a fait grâce. Elle a décroché un boulot à la SNCC. Et elle a essayé chaque fois qu'elle faisait des formations pour relever le niveau, qu'elle ait un niveau de cadre, elle se distinguait toujours. Ils peuvent aller avec les hommes. Elle est première de la promotion avec 82. Mais or, elle était femme au foyer avec des enfants. Et je me rappelle la dernière formation après sa mort, une année, je crois, 2 ans avant sa mort. Elle avait 2 jumeaux. Mes frères cadets qu'elle avait laissés, c'était 2 jumeaux. Et quand ils avaient 6 mois, on l'appelle pour une formation pour quitter la ville où on était pour Lubumbashi. Donc, moi, j'avais 13 ans à l'époque. Elle nous a laissés seuls avec les ménagères. Elle est venue avec les bébés seuls, les laisser aller à la formation, travailler
s'occuper des bébés. Une femme battante, on va mais dire. à la fin, elle ressort la plus brillante avec 82. Wow. Alors j'étudiais tout ça et je me suis dit, les personnes qu'on avait valorisées n'ont rien fait. Elle nous disait toujours, vous voyez, on avait envoyé tel à Kinshasa pour aller poursuivre, mais elle ne prend pas la charge de la famille. Il n'y a aucun résultat. Si j'étais partie, si j'étais partie, j'aurais pu être telle dame. Vous voyez un peu. Alors ça m'avait beaucoup inspiré. J'ai dit non, 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 non. Je trouve que comme déjà le monde est dominé par la femme et la jeune fille, c'est bien beau de défendre ce genre de choses et défendre la jeune fille, afin que ce genre de choses n'arrivent plus jamais. C'est comme ça, vous m'avez vu, j'étais sceptique avec mes parents. Quand ils m'ont demandé de faire la coupe et couture, j'étais calme, j'ai pris des stratégies. Et cette fois-là, je leur avais dit, ne payez pas, je vais me débrouiller, payer. Et pour tout parent responsable, qu'un enfant te dit ça, tu ne vas pas accepter. Tu vas te poser la première question, qui va payer? Comment va-t-elle faire? Et un papa responsable fait quoi? Fais ce que tu veux, je vais payer pour s'honorer. Et c'est ce qui est arrivé. Absolument. Puisque vous parlez de la jeune fille, la femme et tout ça, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation, dit-on. Cette phrase, qu'est-ce qu'elle vous inspire concrètement? Moi, cette phrase me parle du talent enfoui dans la femme, la procréation. Parce que d'une femme peut sortir 3, 4 êtres. D'une femme peut sortir 3, 4, 5, 6, même 15 enfants. Et vous imaginez, quelle est l'essence du leadership qu'elle a pour éduquer ses enfants? Parce que c'est la femme qui transmet ce qu'elle a. La femme donne aux enfants l'éducation. Je ne crois pas qu'il y ait un homme qui peut me dire le contraire, parce que, africanement par là, c'est l'homme qui travaille, la femme est à la maison. C'est-à-dire, l'homme passe plus ou moins 10 heures hors la maison de la journée, et c'est la femme pendant les 10 heures qui reste avec les enfants. Alors, qui va transmettre aux enfants les valeurs? C'est la femme. Donc, tout ce que les enfants peuvent produire, à 70%, c'est la femme, parce que le peu d'heures que papa fait à la maison, c'est pour juste rajouter sur ce que maman a déjà donné de principal. Donc, la principale éducatrice, c'est la maman. Oui, c'est là que j'allais chuter. On dit que éduquer une femme, c'est éduquer une nation, parce qu'elle est la principale éducatrice et d'elle sort beaucoup de personnes formées. Voilà. Alors, du coup, c'est mieux d'investir beaucoup plus dans la femme parce qu'elle, à son tour, elle saura comment transmettre ses valeurs aux autres générations. Pas dire investir surtout dans la femme. Donc, tout le monde peut investir, mais nous refusons, c'est la discrimination, nous refusons la valeur sociale qui veut remettre la fille ou la femme en arrière-plan. La fille et la femme doivent être au premier plan, à la première ligne, comme les hommes, comme tout être humain. Voilà. Alors, vous n'êtes pas sans ignorer qu'on est dans une société gangrénée par des discriminations, etc., etc., à des différents niveaux. Hein. Parfois, c'est en famille, à l'école, dans des milieux professionnels et tout ça. Mais après, quand même, de plus en plus, il y a des sensibilisations, des mobilisations, ça et là. Et on sent que même du côté de la femme, elle est en train de se réveiller. Ce qui fait que la femme d'aujourd'hui n'a rien à voir avec celle de l'époque qui ignorait déjà ses droits. Alors, dans cette optique-là, dites-nous, vous qui êtes aussi en contact avec la jeunesse, vous organisez de manifestations ça et là, vous prenez des valeurs, vous les réveillez, booster la jeune fille à pouvoir se connaître, etc., etc. Alors, sur le terrain, aujourd'hui, en observant la société telle que les choses évoluent, parité entre hommes et femmes, l'homme et la femme, mythe ou réalité? Selon votre observation, bien sûr. Mythe ou réalité? Moi, je ne peux pas dire mythe, je ne peux pas dire réalité. Pourquoi? Parce que je venais tout à l'heure de te donner les taux de femmes élevés de la population. Et si tu veux comparer aux taux de femmes qui sont dans les institutions, c'est pas égal. Et je ne veux pas non plus condamner qui que ce soit, mais moi j'ai toujours dit que c'est la femme elle-même. Parce que il y a les lois qui sont établies actuellement, à l'heure actuelle. Il y a les lois qui sont établies, les lois qui font la promotion, la protection de la femme. Et quand c'est à la femme de se battre, de se qualifier pour y accéder. Vous voyez un peu? Moi, je trouve que la parité, l'égalité ou la parité, c'est une réalité aussi, c'est un mythe. Parce que réalité, c'est que les lois, ça existe. La protection, la promotion, ça existe.
Mythe parce qu'on ne trouve pas les femmes équitablement dans les institutions. Et c'est pourquoi moi j'ai prôné pour le réveil et l'éveil. Nous faisons face à deux catégories de femmes, ou plusieurs catégories de femmes selon le milieu. Quand tu arrives en ville, il y a la femme qui connaît, qu'elle doit se battre. Ça c'est vrai, ouais, ça c'est vrai. Elle doit se battre pour accéder. Et quand tu arrives dans les milieux semi-ruraux, en tout cas, c'est pas... elles sont moins informées. Elles sont beaucoup de nombre de femmes n'est pas informées. Et quand tu arrives dans les milieux ruraux, c'est catastrophique. Moi, je peux te parler du village Kikousse. Kikousse, c'est à 55 km. Vous entrez là où il y a les monuments Lumumba, vous entrez là. Je t'ai dit, parce que je n'ai pas des photos ici. Les jours où je suis arrivée il y a une année, j'étais allée en visite. Je trouve que plus de 60% des jeunes filles, moins mineures, elles sont femmes, mères de 2-3 enfants. Et puis j'ai posé la question curieusement, mais pourquoi vos maris sont où? Non, nos maris sont au champ et nous, on est censés rester garder Déjà les enfants. mariés et tout. Bien sûr, mineures. Une fille de 7 ans avec 3 enfants. Et j'ai dit, pourquoi vous n'étudiez pas ici? Elle me dit, déjà qu'il n'y a pas d'école dans cette contrée. Il faudra aller étudier à 60 km d'ici. Et c'est réservé aux familles un peu... qui a de moyens, c'est compliqué. Alors j'ai commencé à parler, échanger avec elle, et j'ai senti qu'elle ne savait rien du tout. Et dans la contrée, ce qui était bizarre, c'est que la chef des terres était une femme. Elle ne savait même pas que ces choses existent et que le mariage d'un mineur, c'est un viol. Et ça, c'était écœurant. Je me suis dit, non, il y a un grand travail à faire au Congo. En tout cas, il y a du travail à faire. Il y a du travail. Quand tu es en ville, tu as comme l'impression qu'il y a une avancée énorme. Il y a vraiment des lois qu'on prenne, il y a des sensibilisations, mais il y a un grand travail. Eh bien justement, il y a du travail, mais qu'est-ce qui doit être fait concrètement? Parce qu'ici aussi, il faudrait peut-être quelque part, d'une certaine manière, éviter la discrimination. Parce que quand on parle de toutes ces choses-là, les droits de la femme, etc., tout ce qui va avec, on a comme l'impression que c'est réservé à une certaine catégorie. Des intellos, des femmes qui comprennent, les femmes du monde. Et cette autre catégorie-là, en fait, moi, je ne veux pas parler déjà en termes de catégorie parce que ça fait discrimination. Je voudrais que toutes les femmes soient sur un pied d'égalité, un même pied, etc. Mais après, qu'est-ce qui doit être fait concrètement? Parce que c'est écœurant, vous venez de le dire, chaque fois qu'on rencontre des femmes vivant dans des milieux ruraux, elles sont étonnées d'entendre parler de la parité, de leurs droits. Déjà, parlons de leurs droits. Elles sont ignorantes de leurs droits. Qu'est-ce qui doit être fait, justement? Il est question de la sensibilisation, donc allouer les moyens et envoyer les activistes. Il faut aller sensibiliser. Et il y a un problème là, à ce niveau, même quand il faudra parler de la sensibilisation. Je peux te dire que moi, je connais dans un village où un juge a condamné une femme, un homme, non, une famille, c'était papa et maman, et le mari qui était venu épouser, parce qu'il est venu épouser une mineure de 14 ans. Et les juges ont condamné papa, maman et le mari. Mais c'est leur maison le lendemain qui était saccagée. Vous voyez un peu? La loi existe, mais ça ne corrobore pas avec la valeur sociale ou les coutumes, les us et coutumes de village. Moi, je trouve que c'est par là qu'il faudra commencer. Donc, on va dire que parfois, les coutumes sont comme un frein. Ce sont des freins, j'y arrive. Voilà. Je disais que ça ne collabore pas. Ça ne corrobore pas, c'est-à-dire, ce que nous demanderons, c'est, quand on prend une loi, on doit sensibiliser, aller faire quand on promulgue une loi, on doit aller faire la sensibilisation, la promotion de cette loi dans le village. Il est question de sensibilisation. Et quand un chef des terres connaît déjà qu'il y a une loi qui a été promulguée, c'est au tour du chef des terres d'en parler pour que l'applicabilité soit effective. Et ça, c'est le travail des organismes et des ONG. Il suffit qu'on y mette de moyens, qu'on envoie les gens sur terrain. Je pense que nous allons relever ces défis. C'est question de la sensibilisation. Et quand je parle de la sensibilisation, c'est la sensibilisation au vrai sens du mot. Ça demande vraiment de moyens. Parce que la RDC est vaste. C'est vraiment vaste. Alors moi, je dirais que les gouvernements, les institutions qui se chargent de la promotion de droits ou des valeurs féminines doivent se mobiliser, doivent disponibiliser de moyens. Et pour nous qui sommes dans les bénévolats, dans l'humanitaire, nous devons nous organiser chaque fois à descendre. Il ne faut pas fuir les milieux ruraux parce que c'est lointain. C'est vrai, avec les routes, parfois ce n'est pas accessible, c'est pénible, il n'y a pas parfois l'eau potable, qu'on ne regarde pas ça. Je pense que la vraie solution à ça, c'est la vraie sensibilisation sur les lois qui existent.
Alors, puisque vous faites déjà la sensibilisation dont vous parlez, que vous proposez aux autres, est-ce qu'il y a, on va dire, des avancées sur le terrain, puisque vous le faites déjà depuis un bon bout de temps? Est-ce qu'on peut parler des avancées significatives dans ce sens-là? Oui, il y a des avancées. Par exemple, je peux prendre les cas que moi je connais, les cas de la contrée que moi je sensibilise. Là, quand nous trouvons les jeunes filles déjà engagées, déjà mères, nous parlons avec et à leur mari. Vous sentez que nous poussons le mari à envoyer sa femme aller se former, à aller se former. Nous poussons le mari à accepter que sa femme aille se former. Nous poussons le mari à accepter que sa femme aille se former, que sa femme retourne à l'école ou qu'elle accède à des centres de formation professionnelle pour qu'elle se retrouve dans la société. Vous savez, c'est pénible quand je vois ces filles. Elles sont là, elles se réveillent le matin, elle est mariée, mais l'enfant n'a même pas de quoi manger. Elle-même n'a même pas une éducation nutritionnelle qu'elle peut accorder à l'enfant. Et quand tu regardes l'enfant, déjà, c'est presque malnutri. Même l'hygiène corporelle de la femme, tu sens qu'elle ne sait pas. Bon, à quoi ça servirait? Parce que tel que vous êtes la Madame Bagnel, vous vous sentez à l'aise quand vous êtes bien propre, quand vous êtes épanoui, quand vous avez accès à quelque chose, à quelques de vos besoins. Mais quand cette accessibilité n'est pas là, à quoi ça sert d'être dans un ménage ou d'exister sur la terre? Elle se réveille le matin, elle doit dépendre du mari qui va aller au champ et revenir. Si tu regardes la santé de l'enfant, c'est pas correct, c'est pas normal. Elle est vraiment dégradée. Et à quoi servirait ce style de vie? Moi, j'ai toujours dit au mari d'arranger. Et quand je fais ça, je vois qu'il y a une avancée parce qu'elles-mêmes, les filles, elles nous diront à nos petites sœurs de ne pas accepter. J'ai sensibilisé plusieurs jeunes dames déjà mariées. Elles m'ont dit, en tout cas, moi, à ma jeune sœur, je l'ai toujours dit, d'étudier, d'attendre un peu la maturité pour se marier. Et quand je vois ce genre de témoignages provenant d'elles, c'est vrai, on dit toujours que les conséquences corrigent mieux que les conseils, mais avant, elles ne voyaient pas ça. Elles se voyaient normales dans cette situation. C'est après des sensibilisations qu'elle a changé d'opinion, vous voyez? Parce que, vu qu'elle change l'opinion, nous disons qu'elle va transmettre ça aussi à ses enfants. Elle ne pourra pas accepter plus tard que sa jeune fille qu'elle a fasse ça. Et moi, je dis que c'est déjà un pari gagné. Parce que quand on transmet, quoi qu'elle soit mariée, qu'elle ait échoué, comme on peut le dire, mais à sa fille, elle ne pourra pas accepter ça. C'est une avancée déjà. Tout à fait, c'est une avancée. Donc on va noter que les avancées, il y en a quand même. Et ce travail-là, il doit être un travail assez permanent. On va pas s'arrêter pour dire qu'hier on a travaillé, on s'arrête là. Non, il faudrait continuer, que ça soit permanent. Et alors parlons justement des droits de la femme et tout ce qui va avec. Pensez-vous que la femme elle-même connaît ses droits? Parce qu'on a tellement milité, à un moment donné, il faudrait que l'on s'arrête pour s'interroger. Parce qu'on ne peut pas prétendre défendre un droit qu'on ignore quelque part. Donc, il va falloir connaître ces droits-là. Alors, lorsque vous observez la réalité sur le terrain, les femmes, les jeunes filles avec lesquelles vous vous entretenez assez souvent, est-ce que vous pensez qu'on peut dire aujourd'hui que la femme a compris quels sont ses droits? Tout à l'heure, j'ai parlé des milieux. J'ai dit que ça dépendait des milieux. Non, de manière assez générale, hein, que ce soit en ville ou dans des milieux ruraux. Moi, je dis qu'on est à 50%, c'est 50-50. Puisque en ville, on reconnaît ce droit, mais même en ville, il y a celles qui ne connaissent pas. Dans les milieux un peu lointains, vous trouvez qu'on ne connaît même pas. C'est 50-50 et nous pensons que nous devons toujours continuer, comme vous venez tantôt de le dire. Nous devons continuer, nous ne devons pas nous arrêter. Des droits existent, certaines femmes connaissent leurs droits et certaines autres n'en connaissent pas. C'est ça. Et c'est quoi la responsabilité personnelle de chacune d'entre nous, justement? Chacune a la responsabilité de connaître les fonctionnements. Parce qu'en fait, on veut tellement que nos droits soient respectés. Qu'est-ce que nous sommes censés faire pour ça? Parlons même de la parité, et que ça soit sur le plan professionnel. C'est quoi la responsabilité? Très souvent, on a tendance à condamner l'autre, à rejeter la faute sur l'autre, à se plaindre. Alors, c'est quoi notre propre responsabilité dans tout ça? Puisqu'on veut que ça soit effectif, au fait. Moi, je trouve que
Chacun a une responsabilité. La responsabilité de la femme, c'est défendre ses droits. Et pour les défendre, il faut les connaître. Notre première responsabilité est de connaître nos droits, connaître qu'est dit la loi sur la femme. Et quand tu connais déjà, je pense que tu as la défensive. Quand quelqu'un vient pour enfreindre tes lois ou tes droits, tu sais comment riposter. Et si tu ne sais pas comment la riposte doit se faire, je crois que tu es vaincu. Comme ça qu'on est tout le temps victime. Oui, tu es vaincu, tu es victime. Des abus et tout. Si tu connais tes droits, tu connais comment les défendre, au cas où il y a violation, tu sais par où tu vas dénoncer, tu sais quel organisme tu peux saisir, tu sais par où tu peux décrier. Et je crois qu'on va arrêter cette hémorragie ou ces fléaux. Notre responsabilité première, c'est de connaître nos droits et savoir comment les défendre. Alors, moi, j'aime beaucoup cette conclusion partielle, connaître ses droits et savoir comment les défendre. Alors, c'est donc fini pour cette partie échange avec notre invité. Madame, Monsieur, merci à vous qui continuez à nous regarder. Et avec notre invité, on a parlé de son parcours, on a parlé du secteur dans lequel elle évolue, le secteur humanitaire, comment ça se passe, et même les droits de la femme. Et pour l'instant, place à Confine-nous. Femme actuelle. Confine-nous. Madame Diane Lamata, j'espère que vous allez bien. Ça va bien, Vous vous madame sentez à l'aise Marielle? sur notre plateau? Non, ça va, tout va bien. Alors, on est dans Confine-nous. Ici, on va parler un peu de vous. On va poser des petites questions comme ça qui vont nous permettre de connaître une autre facette de vous. Peut-être que vous n'avez pas encore démontré depuis que vous êtes sur le plateau. Ok, je suis partante. Ça vous tente des questions un tout petit peu personnelles? Bien sûr, pourquoi pas. Alors, comment vous vous définissez en 3 mots? Je souris. Comment quelqu'un peut se définir en 3 mots? Je me définis en 3 mots comme une femme juste, une femme résiliente et une femme forte. La force, la justice, la résilience. Ah, pas mal. C'est quoi votre plus beau souvenir? Le plus beau souvenir? En général? En tout cas, c'est le moment passé à l'université. Votre parcours académique? Oui, parce que c'était un parcours où j'ai prouvé mes capacités à mes parents. Je leur ai montré une autre facette de moi-même. Okay. Déjà, en tout cas, ils ne s'attendaient pas que je fasse 5 sur 5. Ils s'attendaient peut-être à des échecs par-ci, par-là, dont en fait la mention A d'une année à une autre. Mais ils étaient toujours étonnés que la première année, je suis passée en 2e session, la 2e, la 3e en première, la 4e en première et la 5e en première. Et ça les étonnait, mais tiens, c'est elle. Tiens. C'était comme un défi que vous avez su relever? J'ai relevé les défis et j'étais contente de la version que j'avais faite de moi-même auprès de ma famille. J'avais aimé une autre facette de moi que mon père a découvert. Et depuis ce jour-là, il a une autre considération et un autre regard sur moi. Et maintenant, là, c'est lui qui me dit, ma fille, tu sais, tu as telle capacité, il devient un mentor maintenant. Quand tu es avec lui, tu sais, avec telle capacité, tu peux faire ceci, tu peux faire cela. Et j'ai toujours dit, c'est ça mon plus grand souvenir et beau. Vous avez su le rendre fier de vous. Oui. Voilà, c'est quoi votre plus grand, on va dire, pas plus grand, votre regret? Peut-être un événement qui vous a marqué, voilà. Le plus grand regret, c'est certaine avoir manière. perdu ma mère à un âge où j'avais vraiment besoin d'elle, puisque à 15 ans, c'est l'adolescence. La fille découvre le monde et parfois on a fait face à certaines choses dont on ne savait pas se défendre parce que la défenderesse n'était pas là. Celle qui pouvait être la défenseuse, celle qui pouvait être la protectrice. Et parfois on était victime des accusations, parfois non correctes, non vraies. Et si on n'était pas des filles déterminées, qui avaient fixé leur objectif, le regard sur leurs objectifs, peut-être on se serait perdu. Et d'ailleurs, c'est suite à ça que j'avais perdu ma sœur.
Et quand je parlais toujours de ça, ça m'a toujours écœurée, beaucoup. C'est parce que on avait perdu ma mère, qu'elle aussi on l'a perdue. Si elle était en vie, ça ne serait pas arrivé. Ok, mais après on va dire elle a fait un bon travail parce qu'aujourd'hui vous êtes sur le plateau, vous êtes une femme formidable, une femme forte, une femme inspirante. Voilà pourquoi on parle de vous aujourd'hui et je suis sûre que les gens qui vous regardent à la maison s'inspirent de votre parcours, un parcours assez résilient. Vous êtes un modèle pour plus d'une femme qui vous regarde à l'instant. Alors, on va finir cette partie avec une toute dernière question. Ah là 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 là. Je peux prendre un mouchoir. Oh, ça va. D'accord. Alors, on va finir cette partie avec une toute dernière question. Si vous aviez le pouvoir de changer quelque chose dans ce monde, n'importe lequel, ça serait quoi? Changer. En tout cas, je changerais les coutumes de la RDC. Les coutumes de la RDC? Oui. On peut savoir pourquoi? Parce que elle met en arrière les avancées et l'exécution de projets de beaucoup des êtres humains. Déjà que ce sont des us qui mettent en avant le patriarcat, et le patriarcat est un grand frein pour le développement de la femme en RDC. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des femmes parfois qui ont des projets, qui ont des désirs, qui veulent avancer, mais parce que un parent peut dire non, elle ne sait pas le faire, un mari peut dire non, elle ne sait pas avancer. Alors c'est comme ça que je dis que si je changerais quelque chose sur des coutumes, je vais libéraliser surtout du côté d'exécution de droits de femmes, je vais libéraliser ces secteurs-là, que la femme ait la liberté d'exécuter surtout tout ce qui est intellectuel. Vous savez, comme j'ai dit tantôt, la loi reconnaît toutes les valeurs et tout le droit à la femme, mais il y a la coutume, les valeurs sociales qui retiennent cette dernière en arrière. Et s'il y a quelque chose à changer, moi, c'est ça. D'accord. Quels sont vos projets? Vous œuvrez dans beaucoup de secteurs divers, hein? Vous êtes un peu partout. Est-ce que vous avez d'autres projets où vous comptez voilà, aller à fond dans ce que vous faites déjà? Déjà que moi j'aime bien aller à fond, mais je suis multidimensionnelle et multisectorielle comme je vous ai dit. C'est vrai que je suis avocate, j'ai les réseaux de jeunes filles que je dirige, j'ai l'ONG que je dirige, mais je suis aussi CEO de LM Services. C'est une société qui s'occupe du logistique, c'est-à-dire le transport. Donc tout ce qui est grue, tout ce qui est tractopelle, tout ce qui est dans ce secteur-là, j'y dirige. Et nous avons d'autres ambitions nettement, à aller loin avec l'humanitaire, mais aussi à se démarquer dans les secteurs d'entrepreneurs. Voilà. D'accord. Alors, madame, messieurs, merci de continuer à regarder ce programme. On va finir par une toute dernière rubrique que personnellement j'aime beaucoup, beaucoup. Après ce moment de beaucoup d'émotions, on va passer à une belle petite surprise qui, nous espérons très bien, pourrait vous faire plaisir. Bon. Prête pour la surprise? Il n'y a pas de problème. Prête? C'est parti. Alors, nous avons là une image qui paraît à l'antenne. On voit l'image, vous observez l'image. Pourriez-vous nous aider d'abord à identifier l'image que nous voyons, les clichés que nous voyons à l'antenne sur l'écran? Oui, je vois que je suis là, il y a mon époux qui est là et c'est une photo qui a été prise, je crois, au mariage d'une fille avec qui je prie, mais pas seulement une fille avec qui je prie. C'est pratiquement une cousine parce que elle, c'est une famille, sa famille est la famille amie à mon père, avec qui nous avons vécu quand Kimbwambwa était dans le lotissement. Alors c'était un quartier déjà où il y avait l'insécurité à l'époque. Je vous rappelle que je suis née à Bumbashi à la clinique SNCC. Et Kimbwambwa était un quartier en lotissement. C'est avec eux que nous avons habité, nous sommes les premiers habitants de Kimbwambwa. Et on a grandi comme ça ensemble. Après des années, nous on a quitté et sont restés. Et quand je suis rentrée,
Ils étaient vraiment contents de me voir. Cette photo a été prise le jour de son mariage. Et là, c'est mon époux. Voilà. Votre époux et vous. Yeah. Alors, on peut savoir qu'est-ce qu'il représente pour vous. Et si vous avez un message à lui adresser, ça serait lequel? C'est un pilier pour moi, un pilier pour ma famille, un homme plein de résilience. Déjà que je sais que c'est un entrepreneur depuis 15 ans, il a plus de 25 ans dans l'entrepreneuriat. Il m'a beaucoup épaté parce que moi, j'ai été éduquée à aller travailler, à aller frapper. Quand on allait à l'école, même mes frères, papa me disait il faut travailler un jour. Tellement je vous ai dit, moi j'étais moins intelligente, c'est comme ça qu'il fallait faire la couture. Vous voyez? Et quand j'ai fait les droits au départ, c'était je veux travailler chez quelqu'un. Mais quand il m'a épousée, je l'ai rencontré, il me disait toujours que je peux travailler pour quelqu'un. C'est un ingénieur à mine. D'y aller travailler dans un mining? Non. On va m'épuiser tôt. Je vais travailler seul pour mon propre compte, sans redevabilité, me battre pour la vie et je vais réussir. Et chaque fois quand ça semble sombrer, je vois il montre la résilience, le courage, il n'abandonne jamais. Et en tout cas, c'est un côté que j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup appris de lui. Et c'est d'ailleurs par rapport à ces côtés que moi aussi j'ai évolué dans le cadre humanitaire. Parce que vous savez bien, l'humanitaire, quand vous n'avez pas de partenaire, c'est vos propres moyens, c'est vos propres forces. Je l'ai appris de lui. Voilà. Bon, c'était votre message, hein. On ne va pas le commenter, il n'y a pas d'ajout. Merci beaucoup, Madame Diane Lamata, d'avoir répondu avec brio à nos questions. C'est moi qui vous remercie. C'était un plaisir de vous avoir reçu. Merci. Merci également à vous tous qui nous avez suivis. On dit un grand merci à toute la grande équipe qui nous a accompagnés. Je rappelle que nous recevions en ce jour Madame Diane Lamata. Elle est avocate, présidente et initiatrice de l'ONG Clabel Diest. Et également coordonnatrice et initiatrice du réseau des jeunes femmes inspirées pour l'avenir. C'était un plaisir de vous avoir servi en ce jour. On se retrouve très prochainement. Madame Diane, c'en est fini. Merci infiniment à vous. Merci, vous m'avez fait pleurer. Il y a des choses que je n'aime pas parler.